Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Francis Barrel. Bonjour Francis Barrel. Bonjour. Vous êtes directeur général de PayPal France. On va évidemment parler des enjeux liés au paiement en ligne. PayPal, pionnier d'ailleurs du paiement sur le e-commerce. Mais d'abord, on va parler de vous, c'est le principe de décideurs engagés. Qu'est-ce qui vous a construit et qu'est-ce qui vous porte aujourd'hui dans la vie et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes directeur général de PayPal France? Question ouverte en tout cas pour vous définir. Alors, ça fait presque 12 ans que je travaille chez PayPal, presque 5 ans que j'ai pris la tête de PayPal en France. Et j'adore le paiement parce que c'est très concret. Tout le monde a une carte de paiement dans son porte-monnaie. C'est vrai. Donc c'est vrai que en anglais on dit relatable. Donc c'est-à-dire que tout le monde comprend quand on dit voilà je travaille dans le paiement. Paiement en ligne est un petit peu plus technique, mais tout le monde comprend. Donc j'adore ça. Et c'est vrai qu'on reviendra sur les enjeux, mais travailler constamment à l'innovation, mais en particulier cet équilibre qui est vraiment qui doit être parfait entre sécurité et simplicité. Ça me fait plaisir aussi. Après, vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui me construit? Mes parents, évidemment, parce que moi, je suis fils d'immigrés. Mon père est arrivé, il avait 27 ans en France. Il a été vendu par la Roumanie à l'époque où la Roumanie voulait se débarrasser d'une certaine population. Donc, c'est sa valeur travail, le fait qu'il voulait réussir en France et surtout se développer. Ouais. Ça m'a marqué, je pense, avant même la naissance. Ma maman aussi a travaillé très longuement dans la recherche médicale. Donc, elle voulait un peu sauver le monde, en quelque sorte, trouver des résultats à un virus qui tuait des millions de personnes dans le monde. Donc, ça m'a forgé la lecture, la passion du savoir, la curiosité. Donc, tout ça fait que j'adore mon métier, j'adore continuer à apprendre et j'adore m'instruire et me renseigner sur le monde autour de nous. On va voir d'ailleurs en quoi PayPal aussi œuvre pour l'inclusion. J'imagine que c'est une question très importante étant donné votre parcours. Mais parlons de PayPal, pionnier dans la façon de payer sur Internet lorsque le e-commerce a commencé à prendre son essor. Après, il y a eu de la concurrence. Aujourd'hui, PayPal, où est-ce que PayPal en est en termes de chiffres, en termes de concurrence, en termes de comptes actifs? Alors, vous avez raison de dire qu'on est les pionniers ou les premiers, parce que le terme de fintech a presque été créé pour PayPal, voilà 26 ans. Et à l'époque, les gens ne payaient pas vraiment sur Internet ou envoyaient des chèques. On a révolutionné le paiement facile et sécurisé. Donc, c'est vraiment ce dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a plus de 430 millions de comptes actifs. En France, on a dépassé les 15 millions il y a quelques semaines. On a même été élu marque préférée des Français pour la deuxième fois consécutive en tant qu'application mobile. Donc, on est très, très fiers de ça. C'est du travail de milliers de personnes et c'est la confiance que nous donnent nos consommateurs et nos utilisateurs. Et effectivement, il faut se réinventer constamment. Vous l'avez dit, on a été les pionniers, mais on peut être presque dépassé derrière. Et maintenant, ça s'est démocratisé. Il y avait la crainte, évidemment, de donner ses coordonnées bancaires au début du e-commerce. Maintenant, alors ce que PayPal offrait, c'était la sécurité parce qu'on ne donnait pas son numéro de carte bancaire. Aujourd'hui, avec tous les paiements sécurisés, il y a plus de confiance, même s'il y a encore beaucoup de fraude. Alors, il y a effectivement beaucoup de fraude, puisque l'objectif d'un site Internet, que ce soit un site en ligne ou un e-commerçant ou un retailer qui vend aussi sur Internet, leur objectif, c'est de vendre des produits ou des services. C'est pas de faire du paiement. Nous, on est là pour ça. Nous, on est là pour investir des milliards de dollars chaque année dans le monde entier pour garantir la sécurité et faire en sorte que pour le site Internet, ce soit la simplicité. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que plutôt que de rajouter des SMS de vérification, des télégrammes, des pigeons voyageurs pour vérifier que le consommateur est bien lui, nous, on essaie de faire en sorte que le paiement soit complètement invisible et surtout la sécurisation du paiement. Mais ce qui veut dire qu'en amont, il faut aussi s'enregistrer, ouvrir un compte, etc. Donc, on le fait qu'une seule fois. Alors, on le fait qu'une seule fois et on fait la vérification d'identité à ce moment-là avec le 3DS par exemple en France et d'autres vérifications sécurisées. Mais après, le but, c'est que ça soit complètement fluide. Il faut enlever la friction. Et ce qu'on sait du e-commerce, c'est que les e-commerçants, ils recherchent vraiment quelque chose de constant, c'est la conversion. C'est vraiment faire en sorte que sur 100 ou 1000 visiteurs sur leur homepage, il y en ait 100 ou 1000 qui payent à la fin. Évidemment, ça n'arrive jamais. Aujourd'hui, le taux de conversion moyen sur un site Internet, c'est entre 2 et 3%. Et vous imaginez, si vous arrivez à améliorer un tout petit peu plus chaque fois l'expérience client, c'est ce qui fait que le consommateur va convertir et que le e-commerçant va grandir et pouvoir exporter dans le monde entier grâce à nous. Et donc, juste pour terminer sur, vous disiez la concurrence, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, mais c'est ce qui nous force à innover.
Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qui aide aussi tous les utilisateurs qui avaient soit un peu peur, soit n'étaient pas encore passés sur les paiements digitaux, à se lancer. Et finalement, c'est l'écosystème qui grandit et chacun y trouve sa part. Donc nous, on est très contents quand on a des nouveaux entrants parce que ça permet de continuer l'éducation et la digitalisation de l'économie. Donc ça fait beaucoup de data aussi à gérer, j'imagine, pour PayPal. Alors, jusqu'à présent, je pensais qu'on avait pour chaque transaction jusqu'à 1000 points d'information et il semblerait qu'on en ait encore plus aujourd'hui. Donc c'est énorme. Et c'est énorme et c'est encore une fois ce qui permet de rendre la sécurisation la plus invisible possible et d'enlever la friction. La fluidité aussi, c'est très important. D'ailleurs, tous ceux qui sont dans le domaine du paiement, pas forcément par carte bancaire, parce qu'elle est dématérialisée aussi aujourd'hui, c'est parvenir à une expérience client la plus fluide possible. Comment est-ce que PayPal répond à ces enjeux? Alors, il y a le fameux bouton là qu'on connaît. Alors, il y a le bouton où vous appuyez, mais après, on vous demande de vous identifier. Donc, le but, c'est comme vous l'avez dit juste avant, c'est qu'on ait tellement d'informations sur le client, mais qu'on sécurise et qu'on ne partage jamais à l'extérieur, que quand le client arrive au moment de payer, en fait, il n'a même pas besoin de s'identifier parce qu'avant même qu'il le décide, on avait vérifié que c'était bien lui. Et c'est ce qui permet encore une fois de faire disparaître la friction, de rendre l'expérience fluide. Mais on parle en anglais d'UX, User Experience, et c'est vraiment l'essentiel. C'est pour en faire en sorte que le client soit, en anglais pareil, on parle d'un delight. Donc c'est un plaisir en fait. Je vous disais tout à l'heure, moi j'aime bien le fait que le paiement soit concret et le fait que les gens trouvent un plaisir à acheter, sans pousser trop d'impulsivité aussi, mais que finalement ils puissent se faire plaisir en achetant et qu'ils ne se forcent pas à rentrer trop de mots de passe. Ce qui veut dire aussi, quand on fait ça, c'est qu'il faut aussi sécuriser le commerçant. Est-ce qu'il est fiable ou pas? C'est ça la crainte finalement des personnes qui achètent sur Vous avez raison, un acheteur a un compte PayPal, un e-commerçant a un compte PayPal. Et alors l'avantage, c'est que même que le e-commerçant est payé, nous, si jamais, pour une raison ou pour une autre, on a un doute, et ça peut arriver qu'un e-commerçant ne livre pas le produit ou se retrouve dépassé par la demande et n'arrive pas à livrer en temps et en heure, nous, on peut décider dans ce cas-là de bloquer les fonds jusqu'à ce qu'il le vérifie avec nous qu'il a bien livré les clients. Et dans ce cas-là, on libère les fonds. Et c'est notre gage de confiance, si vous voulez, notre contrat de confiance presque, qui rassure les consommateurs et fait en sorte que quand ils payent avec PayPal, ils savent que quoi qu'il arrive, ils seront protégés. Autre chose dans ce domaine concurrentiel, il y a aussi d'autres services finalement qu'il faut inventer, innover en la matière pour apporter une expérience client encore plus riche finalement. Et effectivement, c'est vrai qu'on voit que vous avez le paiement, comme je disais, qui doit être quasi invisible. Et après, vous avez d'autres services, en particulier la logistique, qui est très importante quand vous faites des achats physiques sur Internet. Et on a lancé il y a quelques semaines un nouveau produit à destination des PME qui s'appelle PPCP, pour PayPal Complete Payment. Donc en français, c'est PPCP. Et en fait, l'objectif, c'est que préintégré sans que le e-commerçant fasse quoi que ce soit, il offre au consommateur la possibilité de suivre son colis. Et donc non seulement le consommateur ne doit pas relancer le e-commerçant pour savoir où est mon colis, mais ça veut dire que si jamais il y a un problème de non-livraison, comme je le disais tout à l'heure, on protège le consommateur et on va pouvoir contacter le e-commerçant et lui dire voilà, on a vu que le colis n'a pas été livré grâce à votre intégration. Qu'est-ce que vous faites pour rembourser le client ou sinon c'est nous qui allons le rembourser à votre place. D'accord, donc une garantie de livraison quoi qu'il arrive. Qui dit e-commerce dit aussi expansion parce que ça a pris une énorme part évidemment du marché. C'est amené à exploser encore le e-commerce. Comment est-ce qu'on peut améliorer encore cette expérience d'achat selon vous? Alors moi, quand je me suis lancé chez PayPal, j'ai travaillé au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Et donc j'ai découvert une région qui était en plein balbutiement au niveau du e-commerce. Et ça continue de se développer comme dans beaucoup de régions émergentes, que ce soit l'Inde par exemple ou l'Amérique latine. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez encore pratiquement 90 à 95% des transactions d'Internet, de e-commerce qui ont lieu en cash, en espèces. Et c'est fou parce que quand vous commandez sur Internet dans ces pays-là, vous dites que vous payerez à la livraison. Et donc le livreur arrive, vous donne le colis, en échange il récupère des billets et il part. Et donc vous avez des problèmes de fraude avec des fausses monnaies, vous avez le livreur qui peut se faire attaquer, vous avez des problèmes de livraison et de logistique où le livreur ne trouve jamais le consommateur. Donc c'est pas quelque chose qui a amené à permettre un développement conséquent. Et donc nous on a travaillé quand j'étais là et mes successeurs aussi pour pousser à la digitalisation. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'écosystème doit se digitaliser. Et c'est ce qui permettra à ces entreprises de ces régions à se développer, à embaucher, à exporter, parce qu'elles auront une croissance beaucoup plus saine plutôt que de la livraison par espèce. Est-ce que l'intelligence artificielle a un rôle à jouer dans le paiement ?
sur Internet? Nous, on l'utilise depuis des années. Ce qu'on a découvert avec ChatGPT, c'est ce qu'on appelle la Gen AI, donc Generative AI, qui est liée au langage. Mais nous, on utilise l'intelligence artificielle depuis plus d'une dizaine d'années pour améliorer notre système de fraude. C'est ce que je disais tout à l'heure. Plus on a de data points par transaction, plus on peut identifier avant même que le consommateur s'identifie, on peut voir si c'est bien lui ou pas. Et donc ça, c'est des modèles, des algorithmes qui sont améliorés constamment, soit par des gens très intelligents chez nous, soit par l'intelligence artificielle qu'on va continuer à éduquer. Et après, vous avez aujourd'hui la Gen AI qui va nous permettre aujourd'hui d'améliorer notre service client. Parce que c'est vrai qu'avec 430 clients dans plus de 200 pays, on ne parle pas plus de 200 langues. Il y en a même certains pays avec plusieurs dialectes. Donc on est obligé, pour pouvoir être au plus proche du client constamment, d'utiliser des outils qui vont nous aider dans la traduction, dans le ton utilisé pour être toujours au plus proche du client. On va passer à la question du média positif. Le média positif, c'est un média en ligne qui ne propose que des bonnes nouvelles, qui montre des parcours inspirants, des initiatives positives. Et c'est juste après le jingle. La question du média positif pour vous, Francis Barrel, c'est une question que vous avez choisie parmi plusieurs qui vous ont été proposées. Quelles sont les valeurs qui représentent plus PayPal et comment se traduisent-elles concrètement? Alors, on a parlé de l'innovation, c'est l'une de nos valeurs clés, puisque sinon, au bout de 26 ans dans la tech, on serait devenu obsolète. Donc ça fait vraiment partie de notre ADN. Et la deuxième valeur qui est clé, c'est l'inclusion. Et ce qui est intéressant, c'est que inclusion et diversité vont main dans la main. Mais la diversité, en fait, c'est quelque chose qui existe dans le monde et qui est naturel, mais l'inclusion se choisit. C'est ce que disait notre ancien PDG. Et ça veut dire quoi de choisir l'inclusion? Ça veut dire en fait de faire en sorte que, aussi bien d'un point de vue valeur que d'un point de vue représentativité et d'un point de vue culture et ADN, PayPal est une entreprise inclusive. Alors, c'est un quasi vieil homme blanc qui parle d'inclusion. C'est vrai que ma prédécesseur était une jeune femme. On a plus de 60% de nos équipes en France qui sont des femmes. On a 28 nationalités différentes. On a parmi les plus seniors au bureau de Paris, on a 80% de femmes aujourd'hui. Donc PayPal dans le monde, c'est 43% de femmes. Et c'est l'entreprise de tech qui a le plus grand pourcentage. Oui, parce que c'est un domaine qui n'attire pas forcément les femmes. Les femmes. Mais pourtant, nous, c'est comme je le disais, on l'a choisi. Et ça veut dire qu'aussi bien au niveau de notre management qu'au niveau de tous les départements, que ce soit tech, que ce soit vente, que ce soit commerce, et pas nécessairement RH ou avocat ou juridique ou communication, ce qu'on appelle les ping ghetto par critique. Nous, c'est dans toute la société, à tous les niveaux de seniorité, et c'est quelque chose qu'on suit. Et c'est le plus facile aujourd'hui, parce que c'est vrai que d'autres indicateurs sont un peu plus compliqués à suivre, mais nous, on le voit par rapport aux nationalités, puisqu'on a un nombre de langues incroyable qui est parlé au bureau de Paris, et c'est la même chose de PayPal dans le monde. Et encore une fois, c'est ce qui fait notre force, parce qu'on peut pas avoir 430 millions de clients qui parlent, comme je disais, au moins 200 langues, et en même temps, ne pas nous-mêmes être inclusifs, diversifiés et représenter nos clients constamment dans l'entreprise. On va passer à la question de la Fondation Mosaïque à présent. La Fondation Mosaïque qui œuvre, on parlait d'inclusion, la Fondation Mosaïque qui combat aussi les inégalités, les discriminations au sein des entreprises, et c'est juste après le jingle. La question de la Fondation Mosaïque, alors on l'a vu, vous nous avez parlé d'inclusion qui faisait partie de l'ADN quasiment de PayPal, mais quelles sont selon vous les actions spécifiques à déployer pour soutenir l'emploi des jeunes issus des milieux défavorisés? Alors, ce qui veut dire pour moi, en fait, c'est quelque chose qui est déjà fait et sur lequel je travaille énormément, puisque je travaille dans plusieurs fondations pour lever des bourses pour que des étudiants défavorisés puissent suivre les études qu'ils veulent, surtout si elles sont payantes. Et donc pour moi, le meilleur moyen d'accélérer ça, c'est deux choses. C'est un, travailler avec les écoles, quelles qu'elles soient, pour qu'elles soient conscientes qu'il y a des bourses et qu'elles ne fassent pas peur aux étudiants de milieux défavorisés en leur disant c'est pas l'argent qui sera un problème, on vous trouvera des mécènes, on vous trouvera des mentors. Et justement, le deuxième, c'est le mentorat. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire énormément avec beaucoup de femmes parce qu'elles le demandent, mais avec des jeunes aussi de milieux défavorisés. Je travaille avec une association extraordinaire qui s'appelle les Déterminés, et les Déter, c'est leur surnom. Et l'objectif, c'est de leur partager de mon humble expérience et surtout leur dire que même un fils d'immigré roumain qui a été vendu comme un esclave dans les années 70
peut devenir le DG de PayPal France. Et je dis ça pas par arrogance, mais au contraire, vous êtes pour essayer de partager mon expérience, mon parcours personnel, et dire en sorte que le travail est essentiel et que la détermination et la patience payent toujours. Mais juste question annexe, mais vous avez été aidé, vous avez eu vous-même des exemples des personnes qui vous ont aidé au sein de votre parcours moi, j'ai toujours cherché des mentors, que ce soit naturellement ou dans le cadre d'entreprises qui avaient des programmes de mentorat formels. Et c'est pour ça que moi, j'essaie toujours de le faire aussi quand il n'y a pas de programme formel. On a travaillé aussi longtemps avec PayPal, avec Article 1, qui permet aussi à des jeunes dans des prépas de milieux défavorisés de continuer d'accéder à des écoles de commerce ou d'ingénieurs, pareil, qui peuvent être payantes. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui m'a toujours servi. Quand j'avais des grandes décisions à prendre, des grandes interrogations, je me tournais toujours vers le plus de gens possible, au-delà de mes parents, qui étaient toujours de très bons conseils, mais d'avoir des mentors qui puissent aussi me contrarier ou me confirmer dans ma décision. Question de l'hémicycle à présent. Cette fois, c'est vous qui allez peut-être poser une question, faire un constat, pousser un coup de gueule à nos hommes politiques, nos hommes et nos femmes politiques. C'est juste après le jingle, 1 à 2 minutes pour justement parler à ces politiques dans l'hémicycle. La question de l'hémicycle, François Barrel, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Francis Barrel, pardon. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces hommes politiques? Vous avez 1 à 2 minutes, vous vous tournez vers la caméra et vous pouvez leur parler directement, ils vous écouteront, je suis sûre. Alors, je pense qu'on a parlé de diversité, donc c'est vrai qu'aujourd'hui les partis politiques ne sont pas encore assez diversifiés. On n'a pas assez de femmes, on n'a pas assez de candidats de tous les milieux qui sont dans les différents partis. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et qui dit diversité aussi dit surtout se rapprocher des valeurs communes de la France, les 3 valeurs clés qui sont liberté, égalité, fraternité. Donc ça veut dire oublier les extrêmes, quels qu'ils soient, que ce soit les extrêmes de gauche, les extrêmes de droite. Et c'est vrai qu'on parle souvent des extrêmes de droite, mais on oublie les extrêmes de gauche. Les gens ont oublié que le communisme a fait autant de morts dans le monde et surtout en Europe que le nazisme. Donc on a tendance à tolérer certains partis qui sont d'extrême gauche et de faire un petit peu de bienveillance en se disant ils sont pas méchants. Donc encore une fois, la première recommandation, question, c'est qu'est-ce que vous faites pour améliorer la diversité? Et la deuxième, c'est qu'est-ce que vous faites pour barrer la route aux extrêmes et faire en sorte que les partis du centre, quels qu'ils soient, sont ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale ou en France et qu'ils écoutent quand même aussi les Français, parce que si les Français votent pour les extrêmes, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas représentés, et c'est justement par la diversité de représentation qu'on aura encore plus d'unanimité et d'union en France. Voilà. Message passé, message d'actualité, la diversité au sein du monde politique, ça, c'est un vrai problème. C'est comme dans l'entreprise, finalement, quand il n'y a pas de candidat à la base, forcément, c'est pas représentatif, parce qu'il faut pouvoir aussi les élire, ces personnes, hein, donc il faut aussi aller sur ce terrain et que les partis fassent monter aussi ces personnes on a tendance à vouloir détruire, casser les écoles élitistes en se disant en fait c'est comme ça qu'on arrivera à l'avenir. Au contraire, il faut plutôt amener le plus de gens possible vers ces écoles. C'est pour ça que je parle de mentorat, de fondation, de bourse, parce que plutôt que de détruire ces écoles-là, ces parcours qui ont fait l'avenir de la France. Il ne faut pas casser pour niveler finalement. Exactement, il faut niveler par le haut et pas par le bas. Voilà, et c'est pareil dans les partis politiques, peut-être faire monter encore davantage les jeunes générations notamment. Et travailler à l'éducation et à la curiosité plutôt qu'à faire des messages qui vont passer en 30 secondes sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce qui fait le plus de buzz. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup Francis Barrel, merci d'avoir participé à On se dit tout. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très bientôt pour un prochain numéro de Décideurs engagés. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.